Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et tout de suite le face-à-face avec Jean-Marie Bordry qui reçoit Agnès Naudin, capitaine de police, autrice de Police, la loi de l'Omerta. Bonjour Agnès Naudin. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions du Cherche Midi que vous signez d'ailleurs avec Fabien Billerand. Je le disais, soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. C'est l'autre titre qu'on peut voir d'ailleurs sur la couverture de l'ouvrage. Vous êtes capitaine de police. On vous avait déjà reçu d'ailleurs pour votre précédent livre Affaires de famille sur Sud Radio avec André Berkov. Je précise aussi que vous êtes la porte-parole de la FSU Intérieur. C'est un syndicat. D'autres syndicats d'ailleurs que vous n'épargnez pas nécessairement dans ce livre. Univers bien sombre que celui que vous nous décrivez, un univers où règne le caporalisme, la loi de l'Omerta et finalement une forme de terreur. Agnès Naudin. Au moins, comme dirait André Berkov, la terreur. Effectivement, c'est un univers c'est-à-dire que nous, les témoignages qu'on a choisis, effectivement, c'est de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui fonctionne et ça ne veut pas dire que c'est la terreur partout. Ça veut simplement dire que quand il y a des infractions qui sont commises par des fonctionnaires, ce qui est le cas, on le sait, on ne va pas revenir sur les multiples types d'infractions qu'il y a, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, les faux PV, etc., etc. Ça, on sait que ça existe. Et depuis longtemps, ce qu'on ne sait pas, c'est la manière dont on écrase ceux qui osent dénoncer. Et tous les témoignages de ce livre-là, c'est pour raconter quels sont les outils, les leviers qu'on met en place de manière quasiment systématique, pour faire taire ceux qui justement essayent de faire arrêter les injustices. Alors justement, vous dites on met en place, on écrase, troisième personne du singulier, mais c'est indéfini. Quelle sorte de personne écrase ou met en place un système pour faire taire ceux qui dénoncent, par exemple, des actes de racisme ou alors des propos homophobes, pour reprendre déjà cet exemple? Le on, c'est parce que bien évidemment, moi, j'ai pas de nom à donner parce que c'est quelque chose qui est très diffus, c'est-à-dire ce sont les fonctionnaires généralement effectivement de la haute administration, parce que ce sont eux qui tiennent, on va dire, ces instances-là. Le on, c'est l'administration, mais c'est aussi les outils qu'elle met en place, comme par exemple, quand on parle du racisme, ils ont mis en place assez récemment quelque chose qui s'appelle signal discret, pour justement faire remonter ce type de problème-là, sauf qu'en réalité, signal discret, il est tenu par des administratifs et donc pas des agents actifs. Et généralement, tout est fait pour justement récolter le maximum d'informations et les rares, on va dire, témoignages ou les rares dénonciations qui sont faites et qui sont remontées au-dessus au niveau du procureur, ce sont ceux où généralement la personne a aussi porté plainte directement devant le procureur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous êtes policière dans un commissariat quelque part en France, que vous assistez à une insulte ou une agression raciste d'un de vos camarades contre un autre camarade et que vous le dénoncez par ce système, il ne va rien tomber sauf si vous allez devant les médias. C'est ça, exactement. Ça paraît quand même invraisemblable. Oui, et pourtant c'est le cas. Et pourtant c'est le cas. Non, je sais, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est auprès de la police qu'on est censé porter plainte, nous, simples citoyens lambda, lorsqu'on assiste au même genre d'actes. Si jamais ces actes sont perpétrés à l'intérieur de la police, il ne se passe rien. Non, mais ça, on le sait bien. Je dis, la plupart des victimes, d'ailleurs, s'en plaignent d'aller dans les commissariats, de ne pas être entendues, que les plaintes, elles sont généralement mal prises ou sur des temps qui sont très courts. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens-là, mais manifestement, de toute façon, pas assez. Et le souci, c'est que quand on les fait remonter, il y a les instances qui sont supposées faire leur boulot, entre guillemets, ne le font pas. Et elles le font à partir du moment où il y a des preuves qui sont évidentes, c'est-à-dire soit des enregistrements audio. Donc, la plupart des policiers qui aujourd'hui ont des problèmes généralement dans leur service finissent en fait par enregistrer toutes les conversations qu'ils ont parce que sinon on va les traiter de menteurs. Et puis, comme me le rappelait une autre dame, là, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Après la sortie du livre, on a eu beaucoup de policiers qui nous ont appelés pour nous dire, nous, on connaît. Qui sont reconnus dans
dans cette histoire, dans ces histoires que vous avez racontées. Reconnus dans ces histoires-là. Et effectivement, on entend régulièrement les officiers qui disent « mais de toute façon, c'est votre parole contre la mienne ». Donc ce fameux « c'est votre parole contre la mienne » qu'on retrouve de la même façon dans les enquêtes, par exemple, quand j'étais en brigade des mineurs, où on a la parole de l'auteur contre la parole de la victime, et ben là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on est à l'intérieur du système et que quand on est dans ce système-là, si c'est la parole du plus gradé qui compte par rapport à celui qui est en dessous, bon bah voilà, c'est terminé. Oui. C'est ça l'omerta. C'est ça le problème, justement. Vous parlez d'un système comme s'il était organisé. Ça vient d'où, cet état de fonctionnement? C'est pas décidé en haut lieu, de manière centralisée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette culture, en quelque sorte, de l'impunité et de l'omerta au sein de la police? Alors, j'espère pas que c'est organisé et que c'est fait de manière, on va dire, volontaire et consciente. Voilà, j'espère pas. Maintenant, consciente, j'en sais rien. Le fait justement de parler de ces choses-là et de poser un livre dessus, c'est juste, moi, pour l'instant, je ne fais que constater et je permets aux autres d'ouvrir les yeux sur le fait que ces situations qui sont différentes sur différents points au niveau du territoire, dans des services différents, dans des directions différentes, avec des gens différents, ce sont toujours les mêmes mécanismes. Donc, soit on ferme les yeux et on se dit non, et c'est d'ailleurs généralement ce que dit le fameux on, c'est-à-dire l'administration, ce sont des situations particulières. Donc ça, c'est une manière de montrer que ce sont des individus dans certains services qui, entre guillemets, posent problème, alors qu'en réalité, c'est toujours la même chose qui est faite. Et si je prends un exemple qui est pour moi le plus parlant, et quand j'ai écrit le livre, je voyais le problème, mais je ne pensais pas qu'il était aussi important, c'est celui de la médecine, de la manière dont la médecine fonctionne dans la police, parce que heureusement on a des médecins, sauf que ces médecins-là, ils sont payés par l'administration, et que quand il y en a qui ne vont pas bien et qui sont mis en arrêt maladie pour quelque raison que ce soit, après il va y avoir une instrumentalisation de cette médecine-là pour faire sortir par on va dire, d'autres voies que la sanction, puisque généralement celui qui dénonce des choses qui lui sont arrivées n'est pas mis en cause. Donc, il est victime et on peut pas le sanctionner. Donc, on va passer par une autre voie. Une fois qu'il est en arrêt maladie, alors après l'avoir usé, parce que généralement, quand il arrive en arrêt maladie, c'est qu'il est déjà, c'est qu'il s'est passé un certain temps. Ça fait pas du tout loin. Voilà, il en peut plus. Et une fois qu'il met le doigt dedans et que du coup, ça lui permet de respirer quand même, bien évidemment, de pas être sans arrêt au boulot avec cette tension-là tous les jours. Il se rend compte généralement de ce qui se passe. Souvent, ce qui revient, c'est on ne comprend pas, on ne sait pas, c'est la sidération. Donc ça, on en parle aussi au niveau des victimes. Donc dans le harcèlement moral, il y a ça, la sidération de se dire j'ai vécu ça, les gens ont réagi comme ça. Souvent, ce qui revient, c'est le fait que les autres n'ont rien fait. C'est-à-dire, il n'y a pas que le problème entre guillemets, de la hiérarchie et des supérieurs. Il y a aussi tous ceux qui sont autour au niveau du groupe et qui ne font rien, qui ostracisent et qui souvent d'ailleurs ne font rien parce qu'eux-mêmes ont peur d'être dans la même situation et d'avoir des problèmes de notation, de mutation, de ne pas avoir les primes et aussi de se faire écarter du groupe. Et quand on est là-dedans et qu'on y reste, au bout d'un certain temps, par la médecine, ils sortent en fait les effectifs. Donc ils les mettent en disponibilité pour raison de santé ou autre, ou ils les réforment, ou ils trouvent... Ils les portent pas. Exactement, sauf qu'on ne sait pas combien ils sont. Parce que le ministère de l'Intérieur ne donne pas de chiffres là-dessus. Et il y a donc beaucoup de moutons noirs qui sont déclarés malades parce qu'ils ont parlé au moment où il ne fallait pas et qu'ensuite, avec des relations au travail trop difficiles, ils ont fini par se faire mettre en arrêt maladie. Restez avec nous, Agnès Nodin, on va continuer à en parler. Vous avez parlé de ce qui est presque d'ailleurs l'ossature de votre livre, c'est comment les carrières se décident, comment elles évoluent, comment on est noté, comment on se fait muter, grâce à qui, avec qui et malgré qui. On va en parler dans un instant justement sur Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage Police, la loi de l'omerta, c'est publié au Cherche Midi. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Jean-Marie Bordry.
Vous êtes toujours dans le face-à-face avec Jean-Marie Bordry et Agnès Naudin, autrice de Police, la loi de l'Omerta, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. C'est l'autre titre de l'ouvrage, je me permettrai pas évidemment. Lucien, c'est publié au Cherche Midi. On est avec notre invité qui est capitaine de police et qui signe avec son co-auteur Fabien Billerand cette série de témoignages absolument édifiants. Comment des policiers se font écraser ou alors ostraciser ou pousser en dehors du groupe parce qu'ils ont révélé parfois des mensonges, parfois ils ont révélé aussi des faux procès-verbaux, des actes de racisme, d'homophobie par exemple, voire plus grave. On en parle et on parlait à l'instant avec vous Agnès Naudin justement de ce qui fait le nerf de la guerre en quelque sorte dans ce système d'omerta que vous décrivez, c'est la manière de gérer les carrières. Alors d'abord je vais vous demander d'être un petit peu pédagogique si j'ose dire, pour nous tous qui ne sommes pas policiers, comment on fait pour obtenir une promotion dans la police en théorie, j'entends, d'abord? Alors, en théorie, une promotion, ce qu'on appelle une promotion, c'est un avancement de grade. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe de gardien à brigadier, de brigadier à brigadier chef, ou de brigadier chef à major. Et Ça, ainsi c'est de pour les suite. gardiens. Pour nous, voilà, pour nous, c'est lieutenant, capitaine, officier. Bon, dans chaque corps, il y a ça. Et pour pouvoir les passer, soit il y a des examens, soit ça se fait par l'ancienneté aussi, beaucoup. Et pour ça, il faut avoir des bonnes notes. Si on a des bonnes notes, c'est un peu comme à l'école, quand on a des bons points, ça passe ou ça passe pas. Et pour avoir des bonnes notes, eh ben, il faut bien s'entendre avec son N+1, puisque c'est les N+1, c'est-à-dire le supérieur direct, Ouais. qui fait les notations en fait. Donc, on imagine que du bas de la chaîne jusqu'au tout en haut de la chaîne, c'est toujours celui qui est au-dessus qui note. Si demain on change ça et qu'on fait une notation, ce que j'appelle à 360, et qu'on permet par exemple à un officier donc d'être noté par son supérieur, c'est-à-dire on va dire le commissaire, Ouais. commandant commissaire en moque, et puis de se faire noter aussi par ceux qui sont sous sa responsabilité. Forcément, les comportements ils vont changer Ben oui. parce que on aura moins tendance à faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire à s'écraser, ne pas faire de vagues, ne rien dire, faire en sorte que tout se passe bien, parce que si tout se passe bien, et ben, du coup on est bien noté, et si on est bien noté, et ben, on peut avancer plus facilement dans les grades. Alors, cela étant dit, quand on regarde ce système, faut pas être grand clair pour s'imaginer que si jamais on a le malheur de mal s'entendre pour une raison ou une autre avec son supérieur direct, en fait, on n'a aucune chance d'avoir une promotion un jour dans la police. Non, mais c'est ça. Et c'est pas qu'une promotion, parce que parce qu'il y a l'avancement au niveau des grades, il y a aussi les primes. Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc ça, effectivement, on ne les a pas, hein. Et moi, alors que je l'ai ouverte ou pas ouverte, je n'ai jamais eu de prime. Donc comme ça, c'est très bien. J'aurais peut-être dû l'ouvrir un peu plus aussi Vous pour parliez l'avoir. trop fort par moment. C'est ça, exactement. J'étais pas d'accord. Et puis après, il y a les mutations. Donc, si effectivement on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire que ça se passe pas bien dans un service et il faut aller ailleurs, moi, c'est ce qui m'a sauvée. Voilà, je suis partie, je me suis déplacée. Mais parce que je suis officier et qu'on est quand même moins, et donc on a plus de facilité entre guillemets, de bouger. Pour les gardiens de la paix, je veux dire, une fois qu'on est à Paris et qu'on est à la gare de l'Élysée, je veux dire, si ça se passe pas bien, ben, on sait qu'on va rester là pendant au moins 2, 3 ans, 4 ans, sans bouger parce qu'il y a personne qui a envie d'y aller. Sauf Donc, que c'est tout si ça se passe pas bien, dites-vous, justement, qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien? Dans quelle mesure ça peut mal se passer? Eh bien, à partir du moment où, je prends l'exemple, quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment, c'est des comportements non déontologiques jusqu'aux violences physiques qui peuvent se passer alors soit sur des policiers eux-mêmes, soit, et ça on le voit dans le livre avec l'histoire de Jean-Marc Absolument. sur un mineur. Et ben dans ces cas-là, quand effectivement Jean-Marc revient au service et donc on va voir son supérieur en lui disant non mais là ce qui s'est passé c'est pas normal, ça va pas du tout. Et ben c'est lui qui s'est fait attaquer et c'est lui qu'on a attaqué de diffamation. Le monde à l'envers, exactement. Et c'est comme ça justement qu'on a essayé de le broyer. Alors dans tout ce système que vous décrivez, où finalement on peut, quand ça se passe mal, heureusement ça se passe pas mal partout, loin s'en faut, on peut être l'otage finalement ou alors la victime de son supérieur parce qu'on s'entendait pas avec lui. Normalement il y a un garde-fou. Ce garde-fou ça devrait être les syndicats par exemple. Vous êtes vous-même porte-parole de la FSU intérieure. Pourquoi les syndicats ne servent pas de garde-fou? Alors c'est mon interprétation, hein. Donc je parle pour moi.
Je pense que les syndicats, depuis un certain temps, et notamment depuis qu'ils ont écrasé la FASP, donc ça revient à il y a une 30 ans en arrière, on a tout fait pour diviser et puis pour essayer d'avoir le moins de syndicats possible et d'en avoir, entre guillemets, des gros qu'on puisse, comme aujourd'hui avec une Alliance, par exemple, qui est un gros bloc syndical, à partir du moment où l'administration, enfin le gouvernement, là en l'occurrence, parce que je pense que c'est beaucoup plus politique que technique. À partir du moment où ils sont d'accord avec le ministre, bon, le ministre fait passer toutes les réformes qu'il veut et le syndicat obtient ce qu'il veut. Le syndicat, pour pouvoir rester en place, il a besoin d'adhérents parce que c'est ça qui génère effectivement de l'argent. Et d'ailleurs, mais ça c'est important de s'y arrêter parce que le taux de syndicalisation dans la police est l'un des plus élevés du pays. Donc concrètement, les syndicats doivent avoir des leviers normalement pour empêcher ce genre d'abus. Mais non, mais ils les ont pas, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si dans leur service, sur 10 personnes, sur 10 adhérents qu'ils ont, il y en a un qui dit blanc et les 9 disent noir, ils vont choisir de garder les 9 noirs parce que les 9 noirs, ça rapportera de l'argent en fait. Et le blanc, dans ces cas-là, on va l'écarter et on arrêtera de s'en occuper. Oui, en toute logique. Pardon. Alors, on s'est interrompu l'un l'autre. En toute logique, disais-je, si vous en avez 9 qui sont d'accord. Sauf que ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, c'est souvent le problème d'un policier ou d'une policière avec l'un de ses collègues ou alors avec un de ses supérieurs. Que font les 8 autres ? On va parler de votre métaphore, on va rester dans votre métaphore. Que font les autres, les collègues ? Pourquoi les collègues ne défendent pas celui qui a vu quelque chose de scandaleux et qui le dénonce ? Par exemple, si on prend l'exemple de Jean-Marc, à partir du moment où celui qui commence à faire des violences, c'est le major, c'est-à-dire c'est le chef, c'est celui qui est tout en dessous, je veux dire, on va pas aller contre ce que fait le chef, ce que dit le chef, et s'il le fait, a priori, nous aussi, on peut le faire. Donc en fait, ils se tiennent tous comme ça. Ils se tiennent tous comme ça, c'est ce que vous décrivez. Ils se tiennent tous comme ça. Et les syndicats ne jouent pas leur rôle, à mon sens, parce qu'ils ont tout à y perdre. Moi, quand je me suis lancée là-dedans et en écrivant ce livre-là, je sais très bien qu'à l'intérieur de la police, je vais pas me faire des amis. Je vais pas, c'est pas comme ça qu'on va chercher à avoir des adhérents, parce que c'est aller contre le système et contre les comportements, qu'ils soient actifs ou passifs. Et c'est justement ceux qui me posent aussi problème, c'est ceux qui sont passifs, c'est-à-dire ceux, comme vous dites, qui ne disent rien et qui ne font rien. Mais parce que eux-mêmes, et je le comprends aussi pour l'avoir vécu, parce que eux-mêmes se protègent et parce qu'ils sont, ils sont dans l'autocensure. Ils veulent surtout pas être dans le viseur, parce qu'ils savent que s'ils sont dans le viseur, ils vont se faire torpiller. Donc c'est logique, c'est humain, c'est partout pareil, il n'y a pas de... Et le problème des syndicats là-dedans, c'est que soit effectivement il s'agit, donc là on a un problème corporatiste aussi, soit c'est des syndicats de gardiens qui vont s'attaquer à un officier, alors là il n'y aura pas de problème, ils vont y aller à fond, ça on a le droit. L'essence, ils vont voilà. Mais quand c'est entre gardiens, là ça pose un problème parce qu'on est dans le même giron. Donc en fait ils sont censés les défendre, mais voilà, par peur de perdre les 9 autres adhérents, ils lâcheront celui qui ose dire ou qui exagère. Ça on le voit parfaitement aussi dans l'histoire de Christophe. Sur le problème de la gare Saint-Charles, et quand il se retrouve avec un couteau sous la gorge, non mais c'est pas grave, c'était une blague. Voilà. Donc on se retrouve avec un couteau sous la gorge, c'est une blague. C'est toi qui en rajoute, c'est toi qui en fais trop. C'est ça, exactement. Et après, les syndicats, une fois qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils font de la cogestion en fait avec l'administration. Quand l'administration demande à tel endroit on a besoin de 2 policiers, et c'est les syndicats qui vont placer leur bonhomme. Le commissaire n'a jamais le choix de la personne qui va être sous ses ordres. Et ça, c'est pas normal. C'est effectivement assez particulier. Qu'est-ce qu'ils en ont dit, vos camarades de la FSU intérieure ? Et comment ça ? Qu'est-ce qu'ils en ont dit ? Vos collègues, vous dites justement de ce livre, oui. Ah non, eux, ils le savaient déjà, je l'aurais pas fait sans les prévenir. Non, bien sûr. Et bien évidemment, ils sont d'accord parce que tout ce qui est dénoncé dedans, c'est pour faire avancer les choses et pour faire en sorte que ça aille mieux. C'est pour la bonne cause. Vous avez dit justement que vous avez reçu beaucoup de témoignages a posteriori, c'est-à-dire des policiers, des policières qui sont reconnus dans ce qui était arrivé à ceux que vous citez. On peut parler de combien d'appels en gros? Quels sont les retours de la police anonyme que vous avez depuis ce livre? Là, j'en ai eu en l'espace de 2-3 semaines une trentaine au téléphone. Alors, je ne parle pas de tous les messages que j'ai reçus. Témoignage direct, oui.
de témoignages directs de gens avec qui j'ai passé du temps, avec qui j'ai passé 2 heures au téléphone pour discuter, pour voir voilà ce qui s'était passé. Et c'est toujours les mêmes choses. Exactement Donc, les mêmes cas que ceux que vous décrivez. les mêmes. Et après, il n'y a pas que les policiers. J'ai eu des magistrats aussi au téléphone. Des Ça, c'est magistrats. intéressant. Oui, parce que du coup, on se rend compte que dans l'administration, il y a quand même des choses qui sont les mêmes, c'est-à-dire la protection fonctionnelle, la médecine, etc., etc. Et en fait, les leviers, les outils sont les mêmes dans les autres administrations. Les militaires, pareil. Donc concrètement, c'est un problème énorme en fait de management, de gestion des ressources humaines, comme on devrait dire dans la police, tout simplement. Je pense que c'est un problème de l'administration aussi qui veut pas, c'est-à-dire plutôt que de faire face aux problèmes qu'elle a et d'essayer de les résoudre, je veux dire, elle les cache parce qu'il faut. Et alors le ministère de l'Intérieur, je pense plus que tous les autres, parce qu'il faut qu'on brille. Et donc voilà, dès qu'il y a un truc qui fait tâche, soit on peut pas y échapper parce que ça a été filmé, et dans ces cas-là, on fait front et puis là on écrase tout le monde et puis l'IGPN et puis tout ce qu'on veut, ou alors on a Monsieur Hollande qui va se dépêcher au chevet d'eux. Ça, on l'a, mais quand il y a un visuel et quand on ne peut pas échapper. Donc, il faut imaginer toutes les situations qui existent et dans lesquelles, il n'y a pas de, dans lesquelles il n'y a pas de preuves. Et dans lesquelles aussi il n'y a pas parfois d'échappatoire. Restez avec nous, Agnès Nodin. On continue à parler de la situation de la police. Vous nous écoutez sur Sud Radio. Vous êtes peut-être gardien de la paix. D'ailleurs, vous pouvez parler sur Sud Radio, même sous anonymat. On ne voit pas votre visage. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous pouvez prendre la parole. 0826 300 300. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les situations qu'on vient de décrire? On vous donne la parole dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Jean-Marie Bordry. La police dans tous ses états et la loi de l'Omerta dans tous ses états. On en parle avec notre invité Agnès Nodin, co-auteur de ce livre « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule, police, la loi de l'Omerta » qu'elle écrit avec Fabien Billerand. C'est publié aux éditions du Cherche Midi. On parlait d'un système pyramidal où chaque policier dépend de son supérieur direct, notamment pour obtenir la suite de sa carrière, un avancement, une promotion, voire une mutation. Et comment ce système finalement faisait que tout le monde se tenait par la barbichette et qu'on ne pouvait pas dénoncer des abus ou alors des excès. Vous parliez, Agnès Nodin, à l'instant, d'un système extrêmement angoissant qui broyait certains policiers ou alors les sortait du groupe sans que les syndicats ne fassent ou ne puissent rien y faire. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour arriver à sortir de ce que vous décrivez finalement comme un énorme cercle vicieux? Alors déjà, pour commencer, rendre la médecine complètement indépendante, la médecine statutaire, donc qu'elle soit payée par je ne sais pas qui, mais pas par le ministère de l'Intérieur en tout cas. Il faudrait que la protection fonctionnelle, parce que ça c'est un super outil, la protection fonctionnelle, quand un policier est victime ou mis en cause, il doit pouvoir, parce que tous les policiers qui demandent la protection fonctionnelle dans le cadre de harcèlement moral ne l'ont jamais. Ça devrait être automatique, que ce soit pour harcèlement ou autre chose. Voilà. Et après, si jamais la personne effectivement qui est mise en cause et qui a eu la protection fonctionnelle est condamnée par une justice indépendante, donc passé devant un tribunal, s'il est condamné, dans ces cas-là, il n'a qu'à rembourser effectivement ce qu'il a eu. Ça, c'est des mécanismes qu'on connaît et qui peuvent tout à fait être mis en place. Ensuite, il faudrait que l'IGPN, à mon sens, soit indépendante. Donc rattachée effectivement au ministère de l'Intérieur, mais qu'elle ne dépende pas, on va dire, du directeur général de la police nationale ou du préfet de police de Paris. Je pense que ce serait pas mal si c'était les gendarmes qui faisaient les enquêtes chez nous. La police qui demande l'aide des gendarmes et les gendarmes qui pourraient demander l'aide de la police, ce serait peut-être une bonne idée, effectivement. C'est pas l'aide, c'est que ce métier, les enquêtes, ils savent les faire exactement comme nous, sauf qu'ils sont pas issus de ce milieu-là. Leur notation et leur mutation et leur carrière ne dépend pas du tout du même corps. Et donc moi, je pense que c'est effectivement intéressant que ce soit les gendarmes qui le fassent chez nous. Et ce serait une bonne chose, effectivement. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce genre de préconisation aujourd'hui ? Les guerres de chapelle, voilà, le chacun chez soi et je sais pas ce qui bloque. J'en sais rien. La continuité, tout simplement, ou alors la résistance au changement. Quelles ont été les réactions politiques aux témoignages que vous avez publiés dans votre livre? Est-ce qu'il y en a eu, simplement? Politique, vous voulez dire de notre ministre de l'Intérieur? Par exemple? Aucune, pas de nouvelles. Et d'autres politiques, d'autres députés, des représentants de la nation, il y en a?
on a effectivement été invité par certains députés de la NUPES à présenter le livre à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on a fait sur une séance de travaux, et ça, c'était très intéressant. Je sais qu'il y en a, alors il n'y a pas que la NUPES, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres groupes et d'autres partis aussi qui s'intéressent à ces problématiques-là, et tant mieux. Voilà, donc ça donne, on verra ce que ça donnera par la suite, et si les pistes qu'on a lancées peuvent voir le jour, on croise les doigts. Après, au niveau des syndicats, pas de réaction. Aucune non plus. Aucune. Donc voilà, je me dis peut-être qu'ils sont d'accord avec nous finalement, et que peut-être qu'eux aussi, hein, ils aimeraient que les choses se passent autrement. J'ose l'espérer. C'est-à-dire que les syndicats récupèrent effectivement quelque part leur indépendance, et qu'ils ne soient plus co-gestionnaires, mais qu'ils soient un véritable contre-pouvoir, et que l'administration prenne ses responsabilités, ses patins, et voilà, et tout ce qu'on veut. Et puis aux syndicats de faire leur boulot, qui pour moi est celui de défendre les fonctionnaires, et pas non plus entre guillemets n'importe comment. Dès qu'un policier est mis en cause, il y a certains syndicats qui disent qu'il n'a rien fait, et que... Alors, ce sont des choses qui effectivement arrivent. Vous en avez déjà parlé dans le passé. Vous parlez de radicalisation médiatisée de ces mêmes syndicats dont vous dites pourtant qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, ou alors qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire, ça fonctionne comment? On a un jeu de théâtre, en fin de compte, de syndicats de police qui iraient devant les micros pour taper très fort, et qui en fait ne feraient pas leur travail en coulisses? Ben non, ils vont devant le... Non, parce que je pense que c'est une question d'affichage aussi. C'est-à-dire que quand ils vont dans les médias pour aller défendre les fonctionnaires, à tort ou à raison, hein, je suis même pas dans ce débat-là, c'est pour montrer, c'est très dogmatique en fait, c'est pour montrer aux autres policiers qui sont là et qui les défendent entre guillemets coûte que coûte, et même si... Même à tort. Et même si ça pas tête en fait, et même à tort, voilà. Et ça, pour moi, c'est un problème. Je veux dire, dans ces cas-là, il vaut mieux, par moment, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. 0826 300 300, restez avec nous. Agnès Nodin, on est avec Jean qui nous appelle de Paris. Bonjour à vous, Jean. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Je voulais apporter un témoignage personnel. Alors, je suis pas policier, et justement, votre invité, et c'est tout à fait son rôle, et c'est normal, défend une problématique, je dirais, de la base par rapport à la hiérarchie, puisqu'elle est syndicaliste. Moi, de ce dont je vous parle, donc, je suis un citoyen normal. J'ai eu un problème qui remonte à une dizaine d'années. Bon, j'avais déjà une cinquantaine d'années à l'époque, donc vous voyez, j'étais ni un gamin excité, je n'étais pas non plus noir, homosexuel, etc. C'est quoi le rapport, Jean? Pardon? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ça a été évoqué au début. D'accord, oui. Voilà, il y a des problèmes d'homophobie. Vous avez raison de le signaler, oui. Etc. C'est ce que disait Agnès Nodin dans son livre. Je souligne que bien que je suis en plus un citoyen extrêmement normal. Enfin, tout le monde est normal dans ce que vous avez cité avant. Mais ceci dit, vous dites en gros que vous n'aviez pas de raison d'être discriminé, comme malheureusement certains le sont. Voilà, vous avez raison. Je reprenais des indications que vous aviez données en début d'émission. Malgré ça, donc, pour une bête histoire de stationnement, pour simplifier un petit peu, je me retrouve alors, là où je suis un peu moins normal, si vous voulez, c'est que je suis quand même bac plus 8. Et qu'est-ce qui vous est arrivé alors, Jean? Dites-moi. Donc, pour une bête histoire de stationnement, je me retrouve en garde à vue. Et là, je m'aperçois d'un certain nombre de choses. C'est que, effectivement, on est dans une espèce de mini-goulag, où on est seul face au corps policier de base, et où on est traité quand même relativement comme un chien, où il est très très mal vu, manifestement, de faire se rendre compte aux policiers qu'on a en face de soi qui commet des erreurs de chronologie, de logique, etc. Donc vous avez eu une très mauvaise expérience de votre garde à vue et de votre rencontre avec la police. Il y en a 2 ou 3 des expériences comme ça que vous racontez même, d'ailleurs, dans votre ouvrage, Agnès Nodin. C'est quoi les rapports pour vous aujourd'hui? Est-ce que Agnès Nodin, les dysfonctionnements systémiques que vous décrivez à l'intérieur de la police ont un impact aussi dans les relations entre vos camarades et la population en général? Bien sûr, forcément. Parce que si vous voulez,
Les rapports qu'il peut y avoir entre la police et la population, ça dépend dans quel moment on se situe, mais on va dire que globalement, généralement, ils sont mauvais. Quand on dénonce des choses qui viennent, enfin, quand les citoyens dénoncent des exactions qui sont commises par les policiers, alors encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit il y a des preuves et dans ces cas-là, ben, on va trop rien dire, soit il y en a pas et dans ces cas-là, on va toujours protéger entre guillemets les siens à l'intérieur de la police. Donc, tant qu'on ne résout pas les problèmes et qu'on n'accepte pas cette image-là, et qui est, en plus de ça, à mon sens, qui est aussi largement favorisée par l'action du politique. Je m'explique. Quand on a la politique du chiffre, soi-disant, on en est sorti, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas, je pense que la politique du chiffre, en matière de stupéfiants par exemple, elle a quelque part induit certains comportements illégaux des policiers parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans la politique du chiffre et que si jamais ils ne le faisaient pas et qu'ils ne remplissaient pas leurs objectifs, ça se passait pas bien. Et donc arrestation arbitraire, faux procès-verbaux par moment, arrestation arbitraire, faux procès-verbaux, méthode brutale par moment, tous ces aspects-là que vous racontez. Oui, c'est ça, exactement. Je ne suis pas sûre qu'avant c'était le cas. C'était quelque chose qui était peut-être, qui pour le coup était plus disséminé en fonction des individualités, alors que là, par ces différents politiques, là, on l'a généralisé. Et c'est quelque chose qui est devenu, qui aujourd'hui, on pourrait dire, est devenu culturel. Donc en fait, c'est l'imbrication de toutes ces choses-là qui, mis bout à bout, c'est un peu comme si on se retrouvait aujourd'hui, le policier face aux citoyens, ils sont tous les deux effectivement en face à face et au moment des Gilets jaunes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était hyper accentué et c'était dur et c'était très difficile pour les policiers, non pas de se retrouver entre guillemets malmenés parce que ça fait partie de leur métier. C'était surtout de se retrouver face à des gens avec lesquels potentiellement ils étaient d'accord, où ils auraient pu être. Enfin, voilà, les policiers étaient des gilets jaunes et voilà. Et donc ces tensions-là, elles sont montées et elles ne cessent de monter et rien n'est fait pour les apaiser. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et en tout cas, on en a beaucoup parlé aussi à l'époque sur Sud Radio, notamment les conditions absolument épouvantables dans lesquelles se déroulaient et parfois étaient réprimées aussi les manifestations des Gilets jaunes, plus le sort des policiers qui recevaient des pavés sur la figure à longueur de manifestations. C'était extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut terminer sur une dose d'optimisme ou pas après avoir dit tout ce qu'on a dit avec vous, Agnès Nodin? Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais non, justement, est-ce qu'il y a une lueur d'optimisme? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir qu'on peut avoir après un tel constat? Oui, c'est qu'il y a toujours des jeunes qui veulent rentrer dans la police. Donc, il y en a toujours plein qui m'appellent pour me demander des conseils ou autres. Et voilà, et ça, je trouve ça chouette parce que je me dis que ces vocations-là, il ne faut surtout pas les éteindre et qu'il faut continuer, qu'il faut les motiver, qu'il faut les former. Les prévenir, c'est toujours mieux. Comme ça, au moins, ils savent à quoi s'attendre. Et qu'ils n'arrivent pas à la fleur au fusil. Exactement. Et voilà, et je les encourage et j'espère que tous les policiers, effectivement, qui nous entendent ou qui liront ce livre-là, se rendront compte qu'au niveau où ils sont de manière individuelle, on peut tous faire quelque chose et si eux changent leur comportement de manière individuelle, dans ces cas-là, c'est tout le collectif qui changera. Alors je sais, ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais pour moi, c'est limpide et c'est clair. Et ça ne demande pas forcément beaucoup d'engagement, entre guillemets, de la part du policier. Des petits gestes au quotidien. Alors, si vous aviez un message à faire passer à celui qui n'est certainement pas non plus un bisounours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelles mesures devrait-il prendre ? De prendre son téléphone, de m'appeler et puis je serais ravie de pouvoir en discuter avec lui. Ça, ce serait la premire des mesures. On lui transmettra vos coordonnées. On lui transmettra sans faute vos coordonnées. Merci beaucoup pour ce témoignage, Agnès Nodin. Merci. Je rappelle que vous signez avec Fabien Bileran ce livre, La police, la loi de l'Omerta. C'est publié au Cherche Midi. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. C'est dans vos librairies. Vous pouvez vous les procurer absolument partout. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à Jean au 0826 300 300. La suite de la journée sur Sud Radio. Oui, tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite.